C'est le moment de la longue entrevue de la semaine. Cet été, j'ai découvert, je disais au début de l'émission, j'ai découvert le motocyclisme, c'est-à-dire la moto, mais j'ai aussi découvert le cyclisme de compétition. Pas parce que j'en fais, mais parce que j'ai suivi le Tour de France en France. Ça s'est donné que j'étais en voyage. Je n'avais aucune idée c'était quand exactement. Je vous dis, j'ai jamais suivi ça. Puis à un moment donné, j'arrive à Carcassonne, puis là, je vois des affiches. Carcassonne, c'est dans le sud de la France, dans le coin du canal du Midi. Puis là, les affiches, puis là, les annonces, puis on vérifie, ben quoi, le Tour de France passe demain pendant qu'on est là. Tout énervé. Là, on regarde où on peut aller voir les cyclistes passer. C'est vraiment impressionnant, extraordinaire de voir ces pelotons-là passer à toute vitesse devant nous. Vraiment, j'ai vécu quelque chose. Puis là, ça donne que je termine mon voyage en France à Paris. Bien, le Tour de France se termine au même moment où je suis là. C'était pas un voyage planifié, mais j'ai été exposée, puis vraiment, ça a piqué ma curiosité. Et là, j'ai appris qu'il y avait une série sur Netflix, Tour de France. Qu'est-ce que Marie-Ève a fait? Elle s'est garrochée sur la série Tour de France. Je vous avoue que j'aurais jamais pensé que c'était... Je savais que c'était difficile, mais je pensais pas que c'était aussi difficile, compliqué. Puis aussi, j'avais pas compris que c'était un sport d'équipe. J'ai comme, comment tu peux jouer en équipe alors que c'est chacun sur son vélo? Bref, j'ai tout compris à ce moment-là, en regardant surtout la série. Puis là, ben, j'avais envie, moi, de parler de vélo à l'émission. Puis on se demandait qui on pouvait inviter pour en discuter. On a eu l'idée d'inviter une de nos icônes en cyclisme qui a marqué aussi notre vie avec sa compagnie. C'est Louis Garneau. Bonjour, Louis Garneau. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être là. D'ailleurs, vous êtes venu nous voir de Québec aujourd'hui parce qu'on voulait absolument vous rencontrer. Vous avez accepté parce qu'on passait 1 heure ensemble, hein? C'est bien ça? C'est ça. Je suis pas venu en vélo, j'aurais aimé ça, mais je manque un peu de temps. Mais oui, ça me fait plaisir d'être avec vous, surtout si on parle de vélo. C'est toute ma passion, c'est toute ma vie. On m'appelle Monsieur Vélo. Vous avez raison, et j'en mange encore, même si je suis rendu à 67 ans déjà. Je pense à ça tous les jours. J'en fais presque à tous les jours. Vous en faites encore tous les jours? Ben oui, à peu près 5 fois par semaine. Puis pas longtemps, parce que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Puis on va avoir le temps d'en parler tantôt, mais j'essaie de garder mon cardio parce que j'aime ça, être capable de monter la côte à Neuville d'une bonne vitesse puis dire, ben, j'ai encore des bons poumons. Puis ça fait du bien tellement au mental, là. C'est une pilule qui est extraordinaire. Ça détend. Mon Dieu, s'il y avait tellement de monde, on le voit Pierre Lavoie qui fait un bon travail. Là, s'il y avait autant de monde là, qui serait convaincu que nos deux, bien, on aurait peut-être moins de monde dans les hôpitaux. Peut-être. Oui, de bouger, d'être sportif. D'ailleurs, vous en faites encore. Est-ce que vous suivez toujours les compétitions? Il y avait le Grand Prix cycliste de Montréal, de Québec aussi, au courant de la dernière fin de semaine. Est-ce que vous avez suivi ça? Ah ben oui, je suis ami avec plusieurs coureurs là, qui étaient dans mon équipe quand j'ai fait l'équipe Garneau-Québécois, une petite équipe pro, Hugo Hull. Par exemple, Antoine Duchesne, il a pris sa retraite. Michael Woods, il va prendre sa retraite. Mais j'ai roulé avec Hugo Hull mercredi. On a fait 2h30. C'est sûr, je me suis installé en arrière. Puis on sont venus vers Saint-Augustin. Puis c'était le fun de les voir. Vous étiez dans sa roue, comme on dit. On était dans la roue. J'étais dans le fauteuil. J'essaie de montrer que je sais ça, là. Ben oui, vous savez ça. Je sais comment prendre des bonnes roues. Et j'étais avec l'équipe de Hugo. Puis ça me faisait rêver quand même. Je les voyais, des jeunes entre 25 et 35 ans. Et d'être capable de les suivre, là, c'est quelque chose qui fait plaisir au cœur. Puis je vous l'ai dit, ça fait rêver. Si je suis capable juste d'avoir des petites sensations de bonne humeur de vélo, ben ça me rend heureux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être dans la roue? Dans la roue, c'est carrément d'être derrière le cycliste. Hein. Plus on est proche, plus ça fait une barrière. Puis vous savez que dans un peloton, on va sauver jusqu'à 30% d'énergie d'être dans les roues. Alors, on a vu en fin de semaine au Grand Prix de Montréal, à Lafilippe qui gagne. Puis là, les gars disaient « Ouais, mais il n'a pas pris de relais, il était dans les roues. » Puis à la fin, il s'est sauvé. Mais ça faisait presque 1 an et demi qu'il n'avait pas gagné de course. C'est un ancien ex-champion du monde. Alors, c'est ça. Des fois, dans le cyclisme, si tu vas pas tirer en avant, on appelle ça même suceur de roue, quelqu'un qui est dans les roues. Là. C'est ça. Mais ça fait toute une différence en passant. Je vous le dis, là, si vous êtes capable de bien vous abriter, on peut sauver jusqu'à 30% d'énergie.
Ah, c'est fascinant. Là, je reviens sur le tour cycliste, notamment celui qu'il y a eu à Montréal en fin de semaine. Il y a un cycliste néerlandais qui a pris un nid de poule. C'est ce qui est sorti, qui est tombé. Puis là, ce qui est ressorti dans les médias, c'était vraiment Montréal fait vraiment piètre figure à l'international. On voit l'état de nos routes. Il y avait à peine 12 kilomètres à entretenir, à prévoir pour les cyclistes. Mais pour avoir vu justement des courses de mon côté à l'international, dans plusieurs des endroits où roulent les cyclistes, il y en a aussi des obstacles comme ça. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement-là? De l'accident? Oui. Bien, c'est des choses qui arrivent. Hein? Écoutez, faire du vélo est un sport quand même dangereux. Quand mes enfants faisaient de la course, quand ils ont commencé, ils me disaient, papa, nous autres, on va-tu tomber? On va-tu se faire mal? Oui. C'est comme jouer au hockey puis dire, est-ce que tu vas te faire frapper puis ça va faire mal? Oui. Alors, oui, il y a un risque parce qu'on n'a aucune protection à faire du vélo. On est tout petit, on est sur des petits boyaux, des pneus qui sont très, très minces. Et la chute peut arriver autant sur un nid de poule. J'ai pas vu la grosseur du nid de poule. C'est sûrement un oubli de la ville. Puis, mais les coureurs sont quand même habitués aux obstacles. Mais il arrive que des fois même, on touche la roue à quelqu'un. Et moi, ça m'est arrivé en 2018. J'ai eu une grosse commotion. Je me suis assommé. Ça fait 3 fois là, que je fais des grosses commotions en vélo. Il ne faudrait pas que j'en refasse d'autres, mais c'est sûr que c'est plus dangereux que le badminton. C'est sûr que c'est plus dangereux que la natation. C'est sûr que c'est plus dangereux que le tennis. Mais qu'est-ce que vous voulez quand c'est ta passion, quand tu joues là-dedans, il y a toute la vitesse. Et là, à l'heure actuelle, au Tour de France, ça va tellement vite puis il y a tellement d'accidents, puis il y a tellement de gens qui se cassent de quoi, qui sont en train de dire, on pourrait-tu ralentir les coureurs? C'est ça, c'est que c'est un sport qui est en train de devenir de plus en plus dangereux. C'est vraiment ce qu'on remarque. Oui, puis dans la F1, la course automobile, ils ont trouvé des solutions mécaniques. Il y a eu des cages, il y a eu des études, mais nous autres, on ne peut pas avoir de cage, on ne peut pas avoir un habit en Kevlar, parce que s'il fait 40 degrés, on va mourir de sudation puis de chaleur. Alors, je ne sais pas comment on va régler ça. Il parlait de mettre moins de vitesse, de grossir les pneus, mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a eu comme une certaine avancement puis une maturité dans le développement de la vitesse. Est-ce qu'on est au maximum? On n'est pas loin. Là, c'est à du maximum humainement possible pour pédaler? Avec la technologie des vélos. C'est sûr que l'Union cycliste internationale doit mettre des règlements pour empêcher, par exemple, que les vélos... Il y en a déjà, là, que le vélo soit trop léger, que les pneus soient d'une certaine grosseur, que le guidon soit d'une certaine largeur. Alors, il y a quand même des contrôles, mais on ne pourrait pas empêcher autant un cycliste qu'un skieur alpin qui peut tomber et se faire très mal aussi. Mais nous, on n'a pas de filet, on ne peut pas glisser sur la neige. C'est pas mal un des sports les plus dangereux au monde. Moi, c'est ce que je commence à remarquer aussi en m'y intéressant davantage. Là. Pour revenir aux événements d'en fin de semaine, vous avez parlé de Hugo Hull, avec qui vous avez travaillé, que vous avez coaché aussi. Lui, il court pour Israël, puis il y a eu des manifestations en fin de semaine, justement parce que, bon, il se passe le conflit Gaza-Israël. Est-ce que c'est... Parce qu'il y a un mélange politique-sport. Est-ce que vous avez parlé à Hugo Hull de ça? Parce qu'on a pointé du doigt le fait qu'il court pour une équipe, justement, dans le conflit. Oui, on s'en parle. Tout le monde est un peu mal à l'aise de tout ça. Hugo, il est très prudent. Hein? C'est son patron. Eux autres, ils n'entendent jamais parler de politique là, par les commanditaires. Ça lui donne son salaire, mais c'est sûr que c'est l'éléphant dans la pièce présentement. C'est l'éléphant dans le peloton parce que la Vuelta n'a même pas terminé. La course à l'endroit désiré dimanche passé, là, ce que j'ai vu. Alors, c'est sûr que lorsqu'on mélange politique, on mélange le sport, c'est pas le fun. Puis en 1980, moi, j'ai fait la sélection pour aller à Moscou, puis tous les Canadiens et les Américains ont boycotté. Les gouvernements ont boycotté, c'était pas les athlètes. Hein. Nous, on a subi. Donc, il a fallu recommencer, puis j'ai été obligé de refaire un 4 ans de sélection. Donc, ça, c'est aux Olympiques de Moscou. Aux Olympiques de Moscou. Alors, à l'heure actuelle, on entend, je fais le lien, ce que je dis, je fais le lien avec beaucoup de cyclistes et d'organisateurs qui disent qu'il faut sortir l'équipe Israël. C'est difficile. Je ne sais pas comment gérer ça. Puis, moi, j'aime pas la guerre, j'aime la paix. Je veux pas m'embarquer là-dedans, là, mais c'est sûr que c'est
très, très embarrassant comme discussion ou comme réflexion ou comme Mais Hugo Hull, si vous pouvez nous dire là, un peu, il en pense quoi, lui, d'être dans une équipe comme ça, justement, qui est vraiment pointée du doigt? Est-ce qu'il a pensé de quitter l'équipe? Non. Non. Quand même, Hugo est très, très bien traité. C'est son salaire. Puis demain matin, si Hugo part, ben, je suis pas sûr qu'il peut se retrouver un contrat parce que les places, c'est très limité. Lui, il a des bonnes relations avec les propriétaires. Les propriétaires sont très gentils. Il dit, écoute, oui, c'est malaisant, c'est quelque chose. Et pour être honnête, il ne voulait pas trop m'en parler. Là. Je ne vais pas insister parce que, je ne suis pas journaliste, puis je ne voulais pas le stresser avant la compétition. Alors, on a parlé beaucoup de famille, je vais vous le dire. On a parlé il est venu chez nous après l'entraînement, il a parlé avec Monique, mon épouse, s'est installé dans la cuisine, dans une discussion à la québécoise. Qu'est-ce qu'on fait après le vélo? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Qu'est-ce que tu vas faire? Je le conseille aussi. Depuis un mois, on s'est parlé, parce que c'est toujours difficile pour un athlète après carrière, parce que lui, il vit à l'heure actuelle dans un monde un peu artificiel qui est glorieux, qui est magnifique pour un jeune. Ils sont adorés. Un monde artificiel, hein? Ben oui, si on voit sur Netflix, les autobus, c'est des stars. Là, ils arrivent comme des comédiens presque, puis ils font le show. Ils donnent leur meilleur. Puis après la compétition, ben, on n'entend plus beaucoup parler de l'athlète. Et c'est drôle, je pensais à Alex Harvey, qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, il est rendu avocat, mais on n'entend plus des nouvelles sur Alex, qu'est-ce qu'il fait. Alors, il y a des fois, là, quand ça l'arrête, il y a des athlètes qui font des dépressions. Puis ça, j'en ai parlé aussi avec Hugo, de faire attention, de ne pas s'accrocher au vélo, d'essayer d'avoir un projet, un autre projet qui va être en avant, parce que c'est comme en vélo, Hugo. Si tu regardes en arrière, tu risques de tomber. Puis l'avenir n'est pas en arrière, l'avenir est en avant. Puis c'est un passage de vie que tu as eu qui est magnifique. Tu as couru à travers le monde, tu as gagné une course au Tour de France, tu as eu tout ce que tu voulais, un bon salaire, des belles conditions. Bien là, il va revenir à sa deuxième carrière. Et ça prend une deuxième carrière parce que lorsque tu finis à 35 ans, et tu peux vivre peut-être jusqu'à 95 ans. Mais, et toute la vie devant toi. Est-ce qu'il t'a confié une idée de ce qu'il aimerait faire par la suite? Un peu. On a parlé le coaching. Hugo a fait de l'immobilier. Est un gars il est très sérieux en vélo, il est très sérieux en affaires, très sérieux dans sa planification. Et pour moi, c'est un grand rationnel. Il va faire de quoi de bien. Puis déjà là, il commence à poser des questions au monde autour de lui. « Hey, toi, tu ferais quoi, mon Louis, après ma carrière? » Louis Garneau, cycliste, entrepreneur. On s'arrête un instant pour une pause. On passe l'heure ensemble. Au retour, là, on a parlé de Hugo Hull, du Tour de France, mais au retour, on parle de vous précisément. À tout de suite. À tout de suite. Et cette semaine, c'est avec Louis Garneau, cycliste, entrepreneur. Merci encore d'être avec nous. Puis je pose toutes mes questions aussi pendant les pauses. On parlait de dopage, notamment, hein, parce qu'on se pose toujours la question, vous disiez, ça roule de plus en plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se fier, parce qu'il y a eu l'histoire de Lance Armstrong, est-ce qu'on peut se fier aux performances, qu'elles soient propres des coureurs cyclistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, j'ai été premièrement très déçu de Lance Armstrong parce que j'ai cru à son histoire à l'époque. C'est un ressuscité du cancer. Il a réussi à remonter, gagner 7 Tours de France. Il nous a fait rêver. Il m'a fait rêver. Il travaillait aussi pour le cancer, la promotion. Il faisait des levées de fonds. L'histoire était belle jusqu'à la fin, qu'on apprenne qu'il était dopé. C'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde ça et on se dit tout le temps, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux aller aussi vite? Moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est que le cyclisme est très testé. Les tests s'améliorent beaucoup. C'est très dur de tricher parce qu'on en prend quelques-uns de temps en temps. Est-ce qu'il y a du monde qui travaille sur des nouvelles molécules pour faire aller le cyclisme plus vite avec une meilleure récupération? Sûrement. Donc, il faut être aux aguets, mais à l'heure actuelle, si on regarde Pogačar ou d'autres coureurs... Qui est gagnant du Tour de France à plusieurs reprises. C'est le coureur le plus rapide au monde, Pogačar. On a affaire à un super talentueux, une génétique incroyable, qui arrive comme ça par hasard, avec un VO2 max qui fait des records.
de quelqu'un qui a l'air très, très relax aussi en même temps, parce que des fois, des athlètes trop nerveux perdent leurs moyens. Hein. Et on dit, j'ai choqué parce que j'étais trop nerveux à telle épreuve. Mais lui, il a l'air à s'amuser comme un garçon. Il fait beaucoup d'argent. Puis, il est beau à voir aller. Puis, moi, je fais confiance. Je fais confiance. Écoute, c'est le sport le plus testé contre le dopage. Puis, je peux vous dire qu'il y a bien des sports qui ne sont pas beaucoup testés. On pourrait en trouver d'autres. Donc, on a une mauvaise réputation, mais les talents sont là. Puis, on peut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance parce que, en tout cas, ceux qui nous écoutent, là, les Québécois qui roulent, les Hugo Hull, les Guillaume Boivin, là, c'est des Michael Woods, c'est tous des gens qui sont extrêmement corrects, que j'ai connus très jeunes quand ils étaient cadets, 14 ans, 15 ans. Puis, c'est pas des gens qui sont dans des systèmes là, parallèles. Là. Vous avez dit qu'il peut faire beaucoup d'argent. C'est plusieurs millions de dollars qu'on peut faire quand on est à la tête d'une équipe comme ça? Il y a beaucoup d'écarts. Le Pogacar va gagner à peu près 10 millions d'euros. Son salaire va encore augmenter de mémoire. 10 millions d'euros? Oui. Pour une année? Oui. Mais il va avoir, par exemple, des coureurs qui ont un salaire de base qui est à peine 100 000 $. Alors, comparé à la Ligue nationale où le salaire de base va être 1 million quelques, il y a des gros écarts. Alors, si tu es bon, tes commanditaires vont te payer. C'est un sport qui n'est pas très bien géré au niveau de la masse salariale. C'est celui qui a le plus de cash qui va aller chercher le meilleur. Puis là, c'est un peu comme ça que ça marche. Alors, ils vont essayer de trouver un système parce que c'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup d'argent va signer tous les meilleurs, va avoir la meilleure équipe, va gagner toutes les courses. Alors que dans le hockey, il y a un système balancé. On le voit, le Canadien est en train de se rebâtir. On parle de ça tout le temps, là, avec un système organisé. Mais c'est ça. Est-ce que vous arriviez à en vivre du cyclisme alors que vous étiez coureur professionnel à l'international? Je n'étais pas professionnel parce qu'à l'époque, quand tu étais professionnel, tu ne pouvais pas faire les Jeux olympiques. Alors, j'étais amateur à l'international et je voulais faire les Jeux olympiques. Moi, je n'ai jamais voulu être un professionnel. Je voulais étudier. J'avais tellement de projets, je trouvais que je voulais pas faire juste ça. Je voulais devenir un artiste. Ma mère était bien découragée de ça. Elle dit, tu gagneras jamais ta vie avec ça. Elle a eu un peu raison. Moi, j'ai eu la bourse du meilleur étudiant en arts plastiques en 1983. Je suis toujours resté en contact. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai aimé aller à l'école, c'était les arts plastiques. Et je me démarque et j'ai toujours aimé, j'ai recommencé. Mais j'ai gardé l'argent de la bourse en 83 pour m'acheter une machine à coudre avec ma blonde parce que je voulais me marier en 84, Marie-Ève, je n'avais pas une scène. C'est vrai, on courait en vélo, je restais chez mes parents, on avait des petites bourses, on gagnait un petit peu d'argent, mais c'était de la monnaie de singe. Là. On est parti avec, je me rappelle encore, là, on avait 2000 $ dans notre compte de banque. Puis on s'était acheté une vieille maison à 14 000 $ à Saint-Augustin qui était toute brisée. J'avais réussi à la rénover, mais c'était très, très, très terre à terre. Monique est infirmière. Moi, je disais, OK, je vais attendre pour devenir artiste. Je vais faire des pantalons cyclistes. Je voulais faire même du meuble. À un moment donné, ça m'intéressait. Ma blonde ne voulait pas travailler avec des scies et tout ça. Alors, elle m'a beaucoup aidé, cette Monique-là. Et on est parti sans rien savoir, sans expérience. On ne savait même pas les premiers jours si on taillait le cuissard dans quel sens, quelle sorte de fil, comment ajuster les machines, mettre des chamois dans les pantalons. OK, je vais aller chez Canadian Tire acheter des chamois, puis je vais les poser dans les pantalons. On ne savait rien. Et c'est drôle, ça ressemble un peu à ma vie encore aujourd'hui. Rien savoir qu'est-ce qui peut arriver à la fin. C'est toujours intéressant. Vous savez, une course de vélo, là, c'est tu t'inscris, tu pars. La seule chose que tu sais, il y a 212 km, il y a 163 athlètes. Il va faire 40 degrés, mais tu ne sais pas la fin. Puis aujourd'hui, je suis encore en affaires. Je l'ai été et c'est... L'entrepreneur, c'est un peu cette aventure-là qu'on aime, nous autres, de sauter dans le vide. Là. Puis quand je compte ça à ma blonde ou à des amis plus rationnels, mon Dieu, t'es pas peureux, là. J'ai été élevé toujours comme dans l'ambiance ou dans le pattern. Tu t'inscris, tu veux, tu pars la course et tu ne sais pas comment ça va finir. Est-ce que tu vas tomber? Ça se peut. Est-ce que tu vas manquer d'énergie? Ça se peut. Est-ce que tu vas manquer l'échappée? Ça se peut. Est-ce que tu vas être dans ton grand jour? Ça se peut. Est-ce que
tu vas avoir un problème mécanique ou une défaillance énergétique. Alors, mais c'est tout ça qui m'intéresse, moi. Et c'est ça, la vie d'un entrepreneur. Parce que j'ai été un entrepreneur jusqu'à l'année passée. Et l'année passée, on a vendu l'entreprise parce que... L'entreprise Louis Garneau, oui. Oui, Louis Garneau Sport, puis je pense que tous les Québécois sont au courant. On avait eu une période difficile, on a cherché du financement. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé avoir un conseil d'administration. J'ai pas aimé avoir un associé. J'ai pas aimé... moi, je suis un gars d'innovation. Moi. Puis à un moment donné, on allait à des réunions de conseil d'administration. Puis moi, j'ai toujours basé l'entreprise sur l'innovation. Mais l'innovation était moins populaire que l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le earning before taxes, c'est le profit avant impôt. C'est bien beau, là, le profit, mais avant de faire du profit, il faut que tu aies un produit innovateur. Puis j'avais beau essayer de parler de tout ça. J'ai trouvé ça très dur. La période, Marie-Ève, les Québécois en ont entendu parler un peu. J'ai eu une période très noire en affaires. Je voulais en finir avec la vie à un moment donné. Écoutez, ça portait mon nom. Quelle mauvaise idée. C'est ça, parce que vous avez démarré cette entreprise-là. Puis là, c'est intéressant, je la comprends à la base de l'histoire. Vous étiez cycliste, vous n'aviez pas de revenus, vous n'arriviez pas à en vivre, donc... Puis vous aviez la fibre entrepreneur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous avez décidé d'allier vos deux passions, c'est-à-dire on va regarder comment je peux connecter mon amour du vélo, du cyclisme, puis pouvoir faire de l'argent puis des sous. C'est ce que je comprends de comment vous avez réfléchi en 1983, quand vous avez acheté votre première machine à coudre avec votre bourse, puis vous avez commencé dans le garage à essayer de coudre des cuissards sans savoir comment ça fonctionnait. Oui. Exact. Puis là, si on reprend à partir de ce moment-là, puis on va y revenir à votre période, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Louis Garneau a explosé et est devenu si populaire ici au Québec, partout dans le monde? Moi, là, si on avait un Louis Garneau, là, le casse Louis Garneau, c'était la chose à avoir. On était fiers. C'était un Louis Garneau. Comment vous en êtes venu là? C'est merci, Marie-Ève, ça me fait plaisir. Mais c'est venu par l'innovation. Tantôt, j'en ai parlé. Je fais encore le lien sur l'innovation. Ça vient... Moi, en 83, là, j'avais une tête d'entrepreneur, j'avais une tête d'artiste. Alors, je regarde ma main droite avec un crayon, je suis capable de dessiner 10 collections par année, puis sans forcer. C'est comme quelqu'un qui chante. Il invente des chansons, puis il chante. Ça, c'est mon talent. Alors, j'ai dit l'expérience du vélo, l'expérience artistique, j'aime les affaires, bien, je pars en business. Puis cette trilogie-là a fait que j'avais le flair pour bien dessiner les produits. Et comment ça a été moins bien, puis parce que depuis un an, je me dis, qu'est-ce qui fait que c'était moins bien? Bien, une entreprise, moi, j'ai eu jusqu'à 500 employés. J'ai eu une usine en France, une usine aux États-Unis, une usine au Québec, une usine au Mexique. Et si on avait une idée, il fallait ouvrir une usine parce que l'accès à la Chine était très compliqué. C'était les douanes, la communication, les transports. Alors, je suis embarqué dans cette aventure-là, puis ça a été un plaisir fou. Puis je pense que la journée que je me suis tassé un peu de la création et du design, puis s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, là, présentement, écoutez-moi bien, parce que si votre talent, c'est la création, c'est l'innovation, bien, restez proche de ça. La journée que tu t'éloignes... Moi, j'ai toujours bien réussi si j'avais un excellent directeur général, rationnel, financier, et moi, j'étais le créatif, artiste, flyé. Ça fait la meilleure chimie. On l'a vu avec le Cirque du Soleil, Guy Laliberté, avec son associé. Guy était vraiment le créatif. Mais à un moment donné, ben, tu grossis, les poches changent, t'engages du monde. Puis là, ben, tu perds un peu le contrôle du développement de produits. Et je me dis, j'aurais jamais dû laisser aller le développement de produits. J'aurais dû toujours être le chef
du développement de produits. Donc là, vous vous êtes mis à perdre des ventes, les revenus s'abaissaient, vous avez dû vous mettre sous la loi de la faillite, l'insolvabilité, puis c'est là où tout s'est tombé. Comment vous aviez commencé à nous expliquer un peu, mais là, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Bien, premièrement... 30 ans après avoir parti ça, que ça ait explosé partout. 36 ans de bonheur, 36 mois de malheur, c'est 36 ans. Imaginez, on n'a jamais perdu d'argent, Monique et moi, en 36 ans. Année 1, année 36. Et là, tu te sens un peu surhumain. Là, tu te dis, wow, tout ce qu'on touche, ça se transforme en or, ça va bien. Mais il n'y a pas juste de dire je m'éloigne du développement de produits. Le marché change. La COVID est arrivée. La COVID a changé un peu notre aire d'aller. À un moment donné, le marché était en train de changer juste avant le COVID. Il y a eu plein de faillites. On a eu notre plus gros client américain fait faillite. Notre plus gros client de l'Angleterre fait faillite. On est dans 40 pays. Et là, ça commence à branler partout, mais c'est pas juste Louis Garneau, c'est toute l'industrie qui est en train de s'ébranler. Et là, on arrive dans le COVID en même temps qu'on avait fait l'avis d'intention, on cherche du financement. Ah, j'ai dit là, c'est la fin de la fin, ça ne marchera jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avait trouvé du financement. On avait dit, on s'est réorganisé, puis on a retravaillé très, très fort pour avoir... Parce que l'avis d'intention est arrivé en 2020. En 2022, ça a été, Marie-Ève, notre meilleure année à vie. On avait fait 65 millions de chiffre d'affaires. Durant le COVID, tout se vendait. Tout le monde avait le vent dans le dos. Tout le monde pouvait vendre. N'importe qui, les magasins, les distributeurs. Et à peu près un an après, quand le COVID est arrêté un jeudi, 3h15, ben là, il n'y avait plus de commandes. Et on s'est retrouvés aussi avec des problèmes de gestion. L'équipe était trop ambitieuse, pas assez expérimentée, on achète trop. Il y avait des bonnies de performance à tout le monde. Alors, on poussait la production, bien là, elle arrêtait la production. Puis quand elle a arrêté, bien, on s'est retrouvé avec un manque de liquidité. Devant rien. Devant rien. Louis Garneau, on s'arrête un instant pour une pause. Vous êtes cycliste, entrepreneur. Merci. Je vous compte la suite tantôt. Oui, merci de vous ouvrir à nous comme ça. Par ailleurs, vous êtes à l'écoute, vous avez un mot ou une question ou un souvenir pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Vous êtes nombreux à réagir à notre entrevue qu'on a cette semaine avec Louis Garneau, entrepreneur, cycliste aussi. Un auditeur nous dit « Mon vélo de route encore aujourd'hui, c'est un Louis Garneau. » Une autre « J'ai encore mon manteau d'hiver Louis Garneau, plus de 10 hivers et je le garde. C'est de la qualité. » Elle dit aussi « Ma mère m'a légué ses pantalons de ski de fond, toujours ceux que je porte aujourd'hui. Moi aussi, les miens. Ce sont des Louis Garneau, mes pantalons de ski de fond. » Louis Garneau, avant la pause, on s'est laissé sur votre entreprise, année extraordinaire. C'était 2022. Après ça, tout tombe. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, tout tombe en 2023. Le COVID fait que les gens arrêtent de consommer parce que tout le monde était à la maison, tout le monde consommait des trucs de sport, de la rénovation de maison, les barbecues, les piscines, ça marchait. Alors, notre marché a tombé carrément, puis on s'est retrouvé avec un surplus d'inventaire. Et moi, je me suis chicané avec mon conseil d'administration parce que je leur disais qu'on s'en allait dans le mur, qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. À un moment donné, il y a eu des grosses chicanes. Puis on m'a congédié de mon entreprise. Ça, c'était la pire affaire parce que j'ai été dire... pendant que j'étais en train de préparer une exposition, j'avais des journalistes qui parlaient de mes tableaux parce que j'étais en train de faire une exposition aux États-Unis en 2024. Et j'ai dit que je n'étais pas heureux dans l'entreprise, qu'il y avait des gens toxiques, que j'avais souffert. Et quand je suis tombé malade, parce que j'ai fait un deuxième burn-out, c'est drôle de dire ça, hein? Les athlètes, moi je disais toujours, les burn-out, c'est pour les faibles. Moi qui est un athlète olympique, je me pensais à l'épreuve de tout ça, mais non, Marie-Ève, ça arrive à tout le monde. Puis, tu sais, si ça arrive, c'est tellement surprenant quand ça arrive que tu sais pas comment gérer ça. Si tu te casses un bras, ben là, tu m'implantes, là. Mais quand c'est un problème de maladie mentale, c'est plus compliqué, mais il y a tellement des solutions, il y a tellement... Je veux que les gens et les entrepreneurs m'entendent aussi. J'ai tellement appris. Puis là, je disais, pourquoi l'univers, vous me faites souffrir de même? J'en ai pas besoin. Parce que là, vous êtes congédié de votre entreprise. Oui. Puis c'est là où le burn-out arrive. Puis c'est là aussi où vous avez des idées suicidaires. Ah, je vois noir, Marie-Ève. Je sais plus quoi faire.
je perds ma dignité. Comme être humain, je perds confiance en moi. Je me dis, même on me faisait sentir que j'étais dépassé à 65 ans, que j'étais plus bon. C'est très dur, hein? Je veux dire, moi, j'avais dessiné les 10 dernières collections tout seul. C'était pas un problème de collection, c'est que le marché a tombé, puis on avait trop de produits, peu importe. Je veux pas juger personne, mais vous savez, ma mère m'a enseigné quelque chose quand j'étais coureur, puis ça, très de bonheur. C'est une femme de la Beauce, elle s'appelle Janine Lehoux. Puis elle m'avait dit, Louis, elle dit, quand tu fais des courses, elle dit, moi, je connais pas ça, mais je vais te donner un conseil. Elle dit, essaye de jamais abandonner. Ben oui, même si ça fait mal. Ben là, mes chums, ils abandonnent. Moi, c'est ça. Écoute, elle dit, Louis, là, elle dit, si tu commences à abandonner, tu vas en prendre l'habitude, puis ça va devenir le chemin facile. Bien, vous savez que j'avais 13 ans, ça m'a marqué pour la vie, puis il y a, même aux Jeux olympiques, je suis tombé, j'ai réussi à me relever, puis cette phrase-là me revenait, « Abandonne pas, Louis, abandonne pas ». Puis c'était la même affaire. Les premiers réflexes qu'on a quand ça va mal dans la vie, si on a une douleur physique ou mentale, le cerveau nous envoie l'information, « Arrête, c'est facile à arrêter ». « OK, j'arrête ». Non, je dis pas arrête. Il dit abandonne. Parce que la différence entre arrêter et abandonner, c'est très grand. On a le droit d'arrêter à la fin d'une carrière, à la fin d'une saison, comme ma mère disait, mais abandonner dans le feu de l'action, faut pas faire ça. Et l'année passée, je pensais, mais écoute, même ma blonde a dit, Louis, on va te faire un atelier, faut que tu prennes ta retraite, écoute, peut-être que tu es dépassé un peu. Tu sais, mais, t'es-tu sérieuse? Ben non, c'est pas ça que je veux dire, là, mais on voulait tout m'envoyer ailleurs, puis on me disait que la retraite, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu du temps, puis là, j'ai dit, attends un peu, là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis retourné à l'école. J'ai retourné, je prends des cours en histoire de l'art, j'en ai fait un hier soir, comme étudiant libre. C'est extraordinaire, je capote. Louis Garneau à l'université. Oui, avec des jeunes de 20 ans. On était 100 hier dans la classe, c'était magnifique. J'ai fait du vélo pour premièrement, beaucoup de vélo, comme pour soigner ma douleur, soigner ma peine, soigner mon burn-out. C'était le médicament le plus fort. J'étais entouré d'amour, de famille, de mes meilleurs amis, de ma femme, de mes enfants. J'avais eu un conflit dans le temps avec un de mes fils et durant ma maladie, ben, on s'est réconciliés. Ça, c'est des choses extraordinaires. J'ai recommencé à peindre. J'ai acheté des perroquets aussi. Des perroquets Ara, chloroptères. C'est des perroquets là, qu'on voit à la télévision, 3 pieds de haut. Là. J'ai commencé avec un, je suis rendu avec environ 9. Et je suis rendu un refuge. C'est drôle, je vous parle de ça, là, mais ça fait tellement du bien. C'est tous des oiseaux en difficulté, que des gens gardaient, qui, à un moment donné, ne pouvaient plus garder, qui étaient devenus agressifs. Et dans mon refuge, je leur redonne de l'amour, je leur donne un confort de vie, parce que je ne peux pas les retourner au Brésil. Ils vont mourir, ils ne savent pas comment voler. Ils ont été élevés dans des cuisines de Québécois. Et donc, mon refuge est extraordinaire. Alors, ils me parlent, ils me demandent comment je vais le matin. Quand le soir, je pars, ils me disent bye-bye. Écoutez, je parle de ça, là. Mais c'est tous des petits bonheurs. C'est ça, tout ce que vous énumérez, c'est là où vous avez été capable d'aller chercher ce qui vous a permis de vous remettre sur les rails dans la vie. Puis je reviens sur la phrase de votre mère que vous avez mentionnée, là, que vous avez dans votre tête depuis que vous avez 13 ans, ne jamais abandonner une course. Est-ce que c'est cette phrase-là, finalement, qui vous a comme sauvé la vie? Cette phrase-là m'a sauvé la vie, absolument. Et j'ai pas abandonné. Puis ce qui est bien, là, c'est qu'à la fin, la récompense est extraordinaire. Les gens disent, je vis un karma. C'est pas vrai qu'il va pleuvoir tous les jours. Regardez le printemps. On a eu, l'automne, pardon. On a eu un printemps de merde, comme on dit en québécois. Oui. Et là, il fait beau. Ben, la vie est comme ça. Louis Garneau, entrepreneur cycliste. On s'arrête un instant pour une pause. On termine l'émission ensemble et j'ai une surprise pour vous. D'accord. C'est dans 2 minutes. Merci. Toujours en compagnie de Louis Garneau pour la longue entrevue de la semaine. Louis Garneau, cycliste, entrepreneur aussi. Je vais lire quelques-unes des réactions à notre discussion. Gérald, qui dit un cycliste amateur passionné. C'est Gérald qui est cycliste amateur passionné. Il dit « Je suis M. Garneau depuis le début de ses succès athlétiques et professionnels. Ce que j'ai appris grâce à lui, c'est le sens du sacrifice, du dépassement, de maîtriser l'échec, se relever et repartir. Aujourd'hui, à 69 ans, je suis toujours
aussi actif physiquement, ce qui aide mon mental et je m'inspire encore de la résilience de M. Garneau. Merci de nous influencer, mais surtout de nous inspirer. Je trouve que Gérald résume très, très bien l'heure qu'on vient de passer ensemble. J'en lis un autre. Je suis cycliste, M. Garneau, et tout comme cycliste, que ce soit un voyage de vélo ou un voyage de tourisme, je vais toujours dans les magasins de vélo. Quand je voyais du Louis Garneau, j'étais tellement fière. Vous êtes une magnifique source d'inspiration. C'est vrai, ça, tu te promènes partout dans le monde puis tu vois le Louis Garneau. Bon, je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. Allez-y. Dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage qui gravite autour de vous. Oui, l'idée, c'est d'aller chercher une autre perspective. À cette personne, je lui ai demandé qu'est-ce que vous représentez pour elle. Pour moi, mon père, ça a été mon formateur. C'est la personne qui m'a appris à me dépasser dans la vie, qui a poussé mes limites au-delà de ce que je pensais que j'étais capable. Puis c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis en affaires puis que j'ai les nerfs pour le faire avec ma compagnie Connect dans le domaine des vêtements de chasse et pêche. Quand j'étais plus jeune, l'école primaire, il a tout le temps été idolâtré, là, fait que tu sais, je pense que les enfants, ils pouvaient ignorer c'était qui Louis Garneau, mais leurs parents leur disaient lui, c'est le fils à Louis Garneau. Fait que tu sais, c'est vrai que j'ai été souvent identifié comme ça dans mon plus jeune âge. Ben pour moi, je voyais ça comme un privilège, là. C'était comme une personne qui faisait bien dans la société puis qui avait réussi en affaires. Fait que c'était une fierté. Je peux dire que grâce à lui, j'ai plus d'expérience que j'en aurais eu pour l'âge que j'ai aujourd'hui. Il fait rien à moitié. T'sais, il a jamais rien fait à moitié. Puis dans tout ce qu'il a embarqué, dans tout ce qu'il a fait, il nous a embarqué là-dedans. Puis on l'a tout le temps fait jusqu'au bout. Fait que pour moi, c'est ça, c'est des beaux souvenirs. T'sais, chaque chose qu'on a pu essayer dans notre jeunesse, on l'a pas fait à moitié. Ouf, vous me faites pleurer, excusez. Je suis tellement fier, merci. Des fois, on pense que personne ne nous écoute, puis on pense que même nos enfants nous ignorent. Mais c'est un beau message. C'est votre garçon, Édouard. Ben non, vous pouvez prendre une gorgée d'eau, hein? Il n'y a aucun problème, ben non, allez-y. Ça fait du bien parce que j'ai eu une période tellement difficile. Là, tous les Québécois qui m'entendent, là, puis je les aime, les Québécois. Puis je me suis tellement battu. Puis là, je suis dans une dernière course que je m'inscris, comme j'ai parlé. Puis j'ai pas abandonné. Puis c'est ça qui est la belle surprise de cette course-là que je viens de finir. Puis là, j'en pars une autre qui est ma dernière. J'ai vu Jean Coutu prendre sa retraite à 92 ans. Oui. Ben, j'ai dit, c'est sûr, je vais faire comme Jean. Et là, je m'inscris dans une nouvelle compagnie qui s'appelle LG Art Factory, qui fait des produits cyclistes, qui les vend en ligne seulement, qui va les vendre à prix très compétitif parce que je veux que tout le monde soit capable de s'en acheter. Et ça va être encore plus beau de tout ce que j'ai fait. Puis ça me permet de recommencer sur une page blanche. Et peut-être j'aurai un de mes enfants qui viendra me rejoindre plus tard parce que c'est sûr que je ne suis pas éternel. Mais moi, j'ai le goût de remercier tous les Québécois qui ont été fantastiques. Excusez, j'ai les larmes qui coulent. Mais non, mais c'est correct. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la parole des Québécois, tous nos auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment, qui ont envie de vous dire merci à vous, surtout Louis Garneau. Puis, à la fin de tout ce parcours-là, que vous osez aussi aujourd'hui nous confier, bien, justement, encore là, je trouve que ça augmente encore plus la fierté qu'on peut avoir auprès de vous, puis que, justement, on peut se relever, puis il y a du beau aussi dans l'échec, puis ce que vous avez représenté, ce que vous représentez pour nous, ça sera toujours, toujours ancré. C'est ça, on est fiers, je l'ai mentionné. Mon casque Louis Garneau, là, je me souviens, imaginez-vous, je me souviens encore quand je l'ai reçu avec mon vélo. Vous nous avez marqué. Merci pour ça. On est très fiers de vous avoir parmi nous. Puis je vais vous impressionner encore. J'ai encore le goût. J'ai retrouvé le bonheur. C'est ça qui est le plus important. J'ai retrouvé la santé. Et j'ai le goût encore d'impressionner tous mes amis québécois, mes clients québécois, puis les clients du monde entier. Je pourrais pas refaire les Jeux olympiques physiquement, c'est impossible, mais je peux encore gérer une entreprise jusqu'à 93 ans comme Jean Coutu.
Là, rappelez-nous donc, c'est quoi le nom de votre entreprise? Qu'est-ce qu'on doit surveiller là, si on veut vos produits à vous? Ça s'appelle, les produits, c'est ART, A-R-T. A-R-T. Et la compagnie, c'est LG, Art Factory. Alors, vous allez voir des produits. Si vous allez sur lgartfactory.com, vous allez voir, on fait des produits personnalisés. Les gens peuvent m'appeler pour le défi Pierre Lavoie l'année prochaine s'ils veulent avoir des gilets d'équipe. On fait du custom, du personnalisé, comme j'ai dit. Et tout, vous allez voir à tous les mois sortir un nouveau produit, mais qui vont être d'une beauté extraordinaire. Avec toute l'expérience que j'ai et avec toutes les blessures que j'ai eues, j'ai tellement appris. Puis vous allez voir, vous allez sentir ça dans tous les produits que les gens vont acheter. Louis Garneau, cycliste, entrepreneur, jusqu'à 93 ans et plus encore, on le souhaite. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très, très touchant. Puis, il y a des auditeurs qui écrivent, il y en a un, entre autres, tous les Québécois en ce moment, on vous fait un gros câlin collectif. Vous le prenez? Je le prends beaucoup. Merci tout le monde. Vous donnez aussi des conférences. Quel beau message d'amour de votre fils aussi. J'ai le cœur gros. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont le cœur gros. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre grande contribution aussi à l'écoute. On se retrouve demain. Demain, ce sera vendredi. 10h, il y aura également le Boys Club.